speak in French, and so take time to have your headphones. This morning, Professor Beaumelou said that French are special people, so you have another specimen this afternoon. I'm sorry, just because I said I'm also the president of all the conference of all French and Francophone order all over the world. And so we work with the International Association of Francophonie. So it's impossible for me in France to speak English for that. So it's why I speak in French. I'm sorry. Yeah, it's funny, but it's important. I'm sorry. Bien. Ma présentation va se diviser en 3 points. Un premier point sur lequel je vais réaffirmer des certitudes et ce qui ne change pas. Un deuxième point sur justement ce qui change. Et un troisième point sur des engagements communs que nous pourrions avoir, l'industrie du médicament et les pharmaciens d'officine. En premier lieu, il faut le rappeler, le GPUE, c'est 154 000 pharmacies, 400 000 pharmaciens, au service d'une population de 500 millions d'habitants, ce qui est quand même énorme. Et des études ont été faites. Dans cette population, plus de 98% de ces 500 millions d'Européens, citoyens européens, sont à moins de 30 minutes d'une pharmacie et 58% sont à moins de 5 minutes d'une pharmacie. Donc la pharmacie est vraiment un lieu de proximité et forcément, cela va changer pas mal de choses. Alors, ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, qu'il faut le rappeler, c'est d'abord le système de santé. Dans le système de santé, il y a une subsidiarité des États membres en matière de santé. La Cour européenne de justice l'a rappelé, en matière d'organisation des soins, les pays, et c'est normal, parce que finalement la santé, c'est quand même un acte éminemment politique, puisqu'il s'agit de la protection de ses citoyens, donc dépend absolument des pays. Chacun a son histoire, chacun a sa culture, chacun a ses lois, chacun a ses administrations, c'est donc normal que ce soit différent. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, 13 États membres sur 27 ont l'exclusivité de la totalité des médicaments dans le circuit officinal. D'autres pays ont fait le choix de sortir du circuit officinal, mais avec des pharmaciens. Et enfin, d'autres pays ont fait le choix d'avoir une partie des OTC qui sont à l'extérieur. Aucun système n'est meilleur les uns que les autres, peu importe. La question n'est pas là, simplement c'est une certitude rappelée par la Cour européenne de justice et c'est important de le dire. Le deuxième point qu'il faut aussi rappeler, c'est le professionnel, c'est-à-dire le pharmacien. Le pharmacien est forcément le spécialiste du médicament. Ce n'est pas ici que je le rappellerai. Après 6 années d'études sélectives et spécialisées, ce qui est important, c'est de voir que la directive de qualification qui est actuellement en train d'être réévaluée va redonner, pour les pharmaciens en tout cas, et ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ces études. Donc tout ça est au point, ce qui prouve bien qu'en tout cas, là pour le coup, il y a une harmonisation au niveau européen. Toujours est-il que, où qu'il soit placé en Europe, le pharmacien est disponible, enfin d'officine, est disponible sans rendez-vous, c'est sa grande caractéristique, un accès direct à la population, et c'est partout un pharmacien de premier recours, avec 3 situations généralement. La première, le pharmacien, après discussion avec la personne, finalement vous avez besoin de rien, juste ou un conseil, etc., mais il n'y a pas de prise en charge thérapeutique. La deuxième, c'est on peut prendre en charge dans la pharmacie avec des médicaments, bien sûr. Et le troisième point, c'est ça dépasse le cadre de la pharmacie et il faut aller vers les prescripteurs ou voire même parfois à l'hôpital. La troisième certitude, et qui doit être et ne pas changer, en tout cas qui ne change pas, le médicament d'OTC n'est pas un sous-médicament. Sous-médicament à 2 sens du terme, qualité bien sûr, c'est important, mais vous le savez mieux que moi, la qualité est absolument à l'identique dès que c'est un médicament.
Et puis, pas sous médicament. Ce matin, il y a eu des questions par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à l'efficacité du médicament. Et simplement, il suffirait d'avoir des propos suffisamment clairs pour dire que ce n'est pas justement un sous-médicament, il est efficace. En revanche, ce qui se passe, c'est que la balance bénéfice-risque est plus du côté bénéfice avec un plus petit risque. Et donc, c'est pour ça qu'il peut être en auto-médication ou en médication officinale selon les pays où on parle de ce type de médicaments. Alors, qu'est-ce qui change? Parce qu'en fait, ça change terriblement. D'abord, les professionnels. Les professionnels, le prescripteur et le pharmacien. Si on lit le livre blanc de la Commission européenne 2014-2020 sur les questions de santé, la Commission européenne elle-même dit si on ne fait rien d'ici 2020, il y aura à peu près plus d'1 million de professionnels de santé qui manqueront et 15% des soins qui ne seront pas faits. Ça, c'est la Commission européenne. Donc on voit bien qu'effectivement, il faut trouver des alternatives, c'est une réalité. Alors les prescripteurs, parfois à certains endroits, dans certains pays, des problèmes de régulation, de répartition plus exactement, où est-ce qu'ils sont. Parfois une difficulté d'accès avec une question de coût. Donc bref, ça bouge aussi au niveau du prescripteur. Et du coup, ça bouge aussi au niveau du pharmacien. Le pharmacien, dans certaines situations, se trouve beaucoup plus en premier recours, comme je le disais tout à l'heure. Et de toute façon, partout, mais là partout dans le monde, et évidemment en Europe, avec un petit retard, puisque ça a commencé aux États-Unis et en Australie, le pharmacien d'officine se dirige beaucoup plus maintenant sur la pharmacie clinique, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on quitte le produit pour se centrer sur la personne, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup plus maintenant, et on a les moyens de le faire, sur le parcours de soins de la personne qui est en face de nous, et on ne réagit pas juste pile poil, si je peux dire, à l'instant présent. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, le deuxième gros changement, c'est dans les systèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe dans les systèmes de santé? Partout en Europe, pratiquement maintenant, se développent des dossiers électroniques de santé. Et ça vient, je ne vais pas citer tous les pays qui en ont, mais maintenant ça commence à devenir légion. Et en particulier, par exemple, en France, on a le fameux dossier pharmaceutique où l'ensemble des médicaments, y compris ceux de l'OTC, sont dans le dossier des patients qui veulent bien en ouvrir. Mais il y a à l'identique en Angleterre, à l'identique en Hollande, enfin je ne vais pas citer tous les pays, mais ça se développe un petit peu partout. Donc du coup, on est bien sur de la pharmacie clinique, puisque maintenant, de plus en plus, on a accès aux données, voire aux données de biologie, pas partout, mais ça va venir. C'est le gros changement qui est en route. Enfin, les technologies de communication entrent en masse dans la santé. Ce qui change également, c'est le patient. Qu'est-ce qui se passe chez le patient? Il veut être plus autonome. Je crois qu'on en a parlé bien évidemment ce matin, mais c'est une réalité. Il veut vraiment pouvoir se débrouiller pour partie tout seul. Du coup, il se débrouille un peu tout seul, et surtout, ce qui change énormément en à peine quelques années, il va sur Internet. Et alors, Internet, autant on peut être d'accord pour que le patient aille, bien évidemment, soit de plus en plus autonome. Bien évidemment, c'est aussi logique qu'il aille dans Internet, mais alors je peux vous garantir que ça devient très drôle, parfois.